Bien, merci. Avant de commencer, donc, je voulais vous remercier d'être venu. Je voulais remercier Edmond Dounias qui a fait la conférence la semaine dernière et qui a coordonné scientifiquement cet événement. Et donc, je voudrais remercier Laure Cassu qui a remarquablement bien organisé la série d'événements. Alors donc, comme Laure vous a dit, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre continent et d'un autre type de population. Un autre continent parce que nous allons parler de forêt amazonienne et non plus d'Afrique ou d'Indonésie. Et plus particulièrement, on va parler du Brésil. Le Brésil a sur son territoire 80% du massif forestier amazonien. Et alors, certes, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des pays qui sont concernés par la forêt, mais les tensions qui ont lieu au Brésil sont les mêmes qui ont lieu dans les autres pays. Et vous pouvez me faire confiance, on va parler d'Amazonie en général. Et autre population, puisque après les chasseurs-cueilleurs dont a parlé Edmond, on va parler d'un autre type de population, des colons, qui sont issus de sociétés modernes, c'est-à-dire on n'est pas avec des descendants d'Indiens, on est très peu avec des créoles d'Indiens, plutôt avec des gens qui sont soit directement descendants d'Européens, soit descendants d'esclaves africains, soit des métissés. Mais peu métissés finalement avec les populations locales. Voilà. Donc parler de ces habitants va nous amener à parler de déboisement de la forêt amazonienne et des tensions qu'il y a autour de ce déboisement. L'hypothèse que je vais développer aujourd'hui, c'est que cette forme d'habitation de la forêt amazonienne est révélatrice du système de tension qui caractérise notre mode de développement, celui qui s'est mis en place à partir des années 50 partout dans le monde et dont les contradictions apparaissent particulièrement claires en Amazonie. Alors cette présentation sera organisée en 3 parties. D'abord, je mettrai en contexte la colonisation de la forêt amazonienne. Ça prendra un peu de temps, mais je pense qu'il est nécessaire de le voir. Ensuite, je vous ferai un récit, c'est-à-dire je vous raconterai une petite histoire d'un petit projet de développement quelque part en Amazonie. Et cette petite histoire, son but, c'est de vous faire sentir concrètement qu'est-ce que ça veut dire tension autour de l'habitation de la forêt amazonienne, qu'est-ce que ça veut dire tension autour du développement durable en Amazonie, et vous faire sentir concrètement cette chose. Ensuite, on verra plus académiquement quels sont les systèmes de tension, donc cette fois-ci plus clairement, qui se posent en Amazonie, quels sont les systèmes donc, qui s'appliquent dessus, et on terminera par un essai prospectif, se demander un peu comment il risque d'évoluer cette forêt, quels sont les grands outils, quels sont les grands instruments qui sont mis en place pour tenter d'y faire du développement durable. Alors je vous avoue que j'ai pris un petit risque avec le récit, puisque je n'ai pas voulu faire une présentation académique classique, mais plutôt raconter une histoire. On verra si j'arrive à recoller les morceaux de cette histoire au fur et à mesure de mon exposé. Alors voilà la mise en contexte. L'Amazonie brésilienne, vous voyez, donc il n'y a pas que le Brésil qui est concerné par l'Amazonie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela et les 3 Guyanes sont concernés par ce territoire. Cette carte, elle est assez utile pour comprendre un certain nombre de phénomènes liés aux tensions en Amazonie. Vous voyez, elle représente en gris les zones qui étaient déboisées en 1997 et en noir les zones qui ont été déboisées dans la décennie suivante. On voit parfaitement sur cette carte que la colonisation de la forêt amazonienne est un phénomène qui va du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest. C'est une sorte de marche vers l'ouest qui reprend exactement la même dynamique que celle de la colonisation de l'Amérique. On y reviendra plus tard. L'autre élément, c'est que vous voyez que dans les zones qui sont le plus déboisées, ces zones, les seules parties qui ne sont pas déboisées sont celles qui sont en hachuré. Et la légende renvoie au fait que ces zones hachurées sont des unités de conservation. Nous y reviendrons là encore. Les parcs nationaux ou réserves indigènes sont le meilleur moyen que l'on connaisse de limiter l'expansion de la déforestation. L'autre chose, c'est que je vais vous parler de front pionnier. Et un front pionnier, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est une zone où arrive pour la première fois une espèce. Alors, le mot est piégeux, et en même temps, c'est pas par hasard qu'il est piégeux, parce qu'il vient d'une analogie avec l'écologie. Mais en écologie, une espèce pionnière est une espèce qui est la première à arriver dans un espace. En Amazonie, on n'est pas dans le cas du pionnier, dans la mesure où il y a déjà des hommes en Amazonie. On est plutôt dans le cas d'une invasion, pour utiliser les mots des écologues, puisqu'on a une espèce qui vient prendre l'espace d'une autre espèce, qui vient la remplacer. Alors l'espèce qu'elle vient remplacer, c'est une espèce humaine, c'est des populations soit amérindiennes, soit créoles, qui ressemblent sans doute à celles dont vous a parlé Edmond la semaine dernière. En toute logique, on devrait parler de front d'invasion, mais on parle des fronts pionniers, parce que dans l'imaginaire des pays qui mènent ces colonisations,
et dans l'imaginaire qui était le nôtre il n'y a pas si longtemps, ces hommes n'existent pas. Voilà. Mon exposé va parler de cet encadré ici, de cette zone qui est ici, et qui a un intérêt parce que vous voyez où elle est située. Elle est située en pleine tension, c'est-à-dire entre les zones déjà déboisées et les zones qui pourraient être gagnées par la déforestation. Et cette zone commence à déjà être gagnée. Alors la déforestation, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une image radar, donc satellite, qui renvoie en noir les sols nus ou les fleuves. Je pense que vous distinguez très facilement les sols nus des fleuves, enfin le contraire, et en gris les espaces forestiers. Alors la déforestation de la forêt amazonienne, même si cette image date de 1997, vous voyez, il y a du boulot quand même, on n'y est pas encore, mais tout de même, on voit bien. Là, c'est un zoom tout simplement. Ce zoom vous montre un peu de la manière dont se fait cette colonisation. C'est un axe routier qui traverse l'Amazonie d'est en ouest, en rive droite du fleuve Amazone, qui est ici. Cet axe routier, le long de cet axe routier, on a installé des zones de colonisation des agriculteurs. Alors ces agriculteurs sont installés soit directement autour de la route, soit autour de routes perpendiculaires à l'axe routier qui partent au nord et au sud, tous les 5 km. C'est extrêmement régulier. Tous les 5 km, ces routes partent et les colons s'installent dans ces routes. Et les routes vont vers le... Voilà. Et chaque année, des colons s'installent. Alors ce système a été mis en place par l'armée brésilienne dans les années 1970, quand l'armée était au pouvoir au Brésil, la dictature militaire, pour coloniser l'Amazonie, pour un ensemble de raisons que je ne vais pas détailler. Il faut savoir que ce mouvement, donc impulsé dans les années 1970, a commencé à être pensé dans les années 50, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de notre modèle qui s'est mis en place à partir des années 50, et continue aujourd'hui, c'est-à-dire que ces zones ici, là, dernièrement j'étais par ici, vous avez des zones qui faisaient 20 km au moment de la photo, qui font aujourd'hui 80 km sans aucun problème. Les gens continuent à arriver. Et en particulier, les gouvernements au Brésil en place depuis la fin des années 90, dont donc Ignacio Lula da Silva, mais aussi son prédécesseur, mènent une politique de réforme agraire. Et il faut savoir que la réforme agraire, très souvent au Brésil, consiste en l'installation de colons sur des terres non exploitées jusque-là. Là, je vous ai mis un cadastre. C'est le bonheur du géographe à faire une carte comme celle-ci, parce que c'est un cadastre qu'on peut faire sous Excel. Ça vous représente donc en noir la route transamazonienne, et puis là, les routes adjacentes. Alors quand je vous dis que c'est des militaires qui ont mis en place le système, c'en est des vrais. C'est-à-dire que c'est extrêmement régulier, extrêmement bien organisé. Ces petits carrés correspondent aux lots de colonisation, aux limites cadastrales. Ces lots font 400 mètres de façade ici, 2,5 km au fond, et ici, donc le long de la transamazonienne, 400 mètres sur 2,5 km, et ici, 500 mètres sur 2 km. Donc c'est pour ça que les routes sont... ces routes vicinales sont séparées de 5 km parce qu'il y a un fond de l'eau et un autre fond de l'eau, deux fonds de l'eau qui se croisent. Donc les agriculteurs sont installés dans ces lots agricoles. Alors là, vous avez une photo d'un lot. Alors on voit très bien le système... Alors la photo date de 2000, hein, c'est une photo aérienne. On voit assez bien le système. Donc l'agriculteur s'est implanté. Sa maison vraisemblablement est ici. Alors il arrive, donc vous voyez, il n'y a pas de route. Hein, il arrive par un chemin qui est ici. Et ensuite, il plante dans la forêt, c'est-à-dire qu'il déboise et qu'il plante. Là, vous avez une culture. Ensuite, il plante classiquement, en système de défriche-brûlis, on arrive, on défriche à la tronçonneuse, on laisse sécher pendant 1 à 2 mois, et à l'arrivée de la première pluie, on met le feu qui produit une fertilisation des sols. Alors classiquement, notre agriculteur, il fait ça sur une parcelle de 1 à 2 hectares. Il laisse revenir la forêt dans cette parcelle et il va déboiser une autre parcelle. Alors dans le système de défriche-brûlis classique des Amérindiens ou qu'on connaît en Afrique, le retour sur une parcelle se fait au bout de 20 à 25 ans. C'est-à-dire qu'on laisse revenir la forêt pendant 20 à 25 ans, on la remet en feu. Les Amérindiens font ce système, et ce système permet de revenir régulièrement et de garder une fertilité des sols.
La différence qui se passe dans les zones de colonisation, les fronts pionniers, c'est qu'on laisse revenir une fois, à peu près 5 ans, le recrue forestier. Au bout de 5 ans, on coupe et on met en feu une deuxième fois. Et à partir de là, la fertilité a beaucoup baissé. Donc la solution, c'est soit de laisser revenir pendant longtemps, soit de planter du pâturage. C'est ce système qui est préféré, la plantation de pâturage. Et très souvent, donc, c'est ce genre de paysage que l'on observe en Amazonie. Alors cette image vous montre la route transamazonienne. Donc cette route que je vous ai montrée tout à l'heure sur la photo radar. Vous vous rendez compte que c'est une piste de terre. C'est vrai que quand on dit route transamazonienne, la première fois que je suis allé dessus, on m'a dit « Ah, aujourd'hui, tu es allé sur la transamazonienne ?» J'ai dit « Ah non, tu as dû te tromper. » Il m'a dit « Si, tu... » Je dis « Non, j'étais sur une piste de terre. » Et en plus, on a été bloqué pendant une demi-heure par un troupeau de vaches. C'était une route fédérale, donc le plus haut niveau de route brésilien, comme une nationale chez nous. Et c'est ça. C'est une piste de terre qui n'est difficilement carrossable en saison des pluies. Alors la route transamazonienne, cette photo correspond à une zone, donc dans l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, colonisée autour des années 70, sans doute 73, 74. Et on voit très bien ce système de lot agricole que je vous ai montré avec les différences de vert. Vous voyez là où est ma souris, mon pointeur, là vous avez un lot, une limite, là vous avez une autre limite, là vous avez une autre limite. Alors notre agriculteur, il habite ici. Et il n'est pas bête, il fait très chaud en Amazonie, donc il met des arbres souvent fruitiers autour de sa maison. Vous en avez un ici, vous en avez un ici, un ici. Et ensuite, donc, il a déboisé, comme je vous ai montré tout à l'heure, des petites parcelles chaque année, une fois, et puis deuxième fois, mise en pâturage. Aujourd'hui, si on regarde ce lot ici, on s'aperçoit que quasiment tout le lot est déboisé, sauf cette partie ici. Et ici, vous voyez qu'on repart avec un déboisement. Ça correspond par rapport à l'image de tout à l'heure, à cette transition ici, entre donc le fond de l'eau qui est ici, et puis le début du lot précédent, du lot suivant. Alors on voit ici, donc on voit le lot suivant, et notre agriculteur a déboisé à peu près tout ça. Alors on est à plus ou moins 80% déboisé, 20% qui restent en forêt. Aujourd'hui, à cause de la loi, ils n'ont plus trop intérêt à déboiser, même s'ils y étaient poussés jusque-là. Aujourd'hui, normalement, on peut estimer que ces réserves forestières seront maintenues. Alors ces agriculteurs qui déboisent, au début, quand ils viennent, c'est des petits agriculteurs, c'est-à-dire des colons, souvent des anciens sans terre. Alors quel est le système? Je vous ai expliqué tout à l'heure que la réforme agraire des présidents brésiliens actuels se faisait principalement en Amazonie. Il faut bien qu'on comprenne une chose, c'est que quand on parle de réforme agraire, pour nous, ça signifie expulsion d'un grand propriétaire et don de sa terre, enfin redistribution de sa terre à des petits propriétaires qui n'ont pas ou très peu de terre. Ça, c'est une vision d'Européens, de personnes pour lesquelles le système foncier est fermé. Mais dans les Amériques, et en particulier en Amérique latine, le système foncier n'est pas fermé dans la mesure où il y a encore tout un tas de terres qui n'ont pas de propriétaires. Et on peut faire une réforme agraire sans désapproprier, uniquement en donnant de la terre à ceux qui n'en ont pas, puisqu'il reste de la terre disponible. Et la réforme agraire qui est actuellement menée au Brésil se fait principalement de cette manière-là, et s'est faite historiquement de cette manière-là. Il y a très peu de désappropriation comparé à ces systèmes de colonisation. Donc c'est des petits agriculteurs qui sont là parce qu'ils veulent une terre pour cultiver, mais on s'aperçoit que très rapidement ces agriculteurs sont remplacés. Alors, certes c'est des petits agriculteurs, mais ça peut aussi être des grands, et vous avez ici une très grande propriété. Alors je vais vous expliquer plutôt avec le cadastre ce système. Vous voyez, ici, ces terres sont donc données à des petits, il y a sur à peu près 8 km, donc 12 km des terres données aux petits agriculteurs, et puis ici, il y a des beaucoup plus grandes parcelles qui font de 500 à 3000 hectares, qui sont données, là, cette fois-ci, à des investisseurs qui deviennent des grands propriétaires, qui achètent les terres ou qui payent des droits à l'État et qui implantent dessus du pâturage pour y faire de l'élevage extensif le plus souvent. Là, typiquement, c'est le genre de situation que l'on a, une très grande terre plantée en pâturage. Alors il y a ce système-là, c'est-à-dire des grands propriétaires à qui on a donné des terres, mais très souvent, on observe un système de concentration de la terre. Si vous voyez cette exploitation ici, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence de vert entre les deux lots. En fait, c'est sans doute un agriculteur qui a racheté la terre de son voisin, et il me semble la terre des voisins d'en face, pour étendre son exploitation. En effet, le système d'élevage qui se développe en Amazonie est très extensif. On est de l'ordre d'une tête à l'hectare dans les bons cas, souvent une tête pour 2,5 hectares. Vous imaginez, par rapport à nos systèmes à nous, c'est très extensif. Et bien pour vivre correctement
de 100 hectares déboisés, de 100 têtes de bétail, on y arrive, mais bon, on vit beaucoup mieux sur 250 hectares, 300, voire 500 hectares. Et en fait, on voit se perpétuer en Amazonie ce système de grandes propriétés, de concentration de la terre et puis d'expulsion d'agriculteurs qui n'ont pas réussi, pour une raison X ou Y, à rester dans leur terre, à se stabiliser, qui vendent à leurs voisins qui s'agrandissent. Donc deux systèmes, des petits agriculteurs qui soit restent, soit vendent à leurs voisins qui s'agrandissent. Voilà. Alors ces agriculteurs, qui c'est? Ici, on a Manuel Problema, le bien nommé, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que Manuel Problema, il cumule les ennuis, il lui est arrivé dans sa vie, c'est absolument hallucinant le nombre d'histoires qui lui est arrivé. Et là, Manuel Problema fait de la farine de manioc, c'est une transformation des produits du manioc, sous forme de farine un peu agglomérée, qui se mange beaucoup au Brésil et qui a un avantage, c'est qu'elle se vend facilement. Un inconvénient, c'est que la rentabilité du travail pour fabriquer la farine est très peu intéressante. Donc souvent, c'est des pauvres qui fabriquent cette farine. Ensuite, on a Zegoyano, José de Goiás, de l'État de Goiás. Lui, il est propriétaire, donc Manuel, il est propriétaire de 100 hectares d'une terre inondée 6 mois par an. Zegoyano, lui, non, lui, il est propriétaire de 350 à 400 hectares, dont 200 sont confiés à ses gendres qui travaillent pour lui et il récupère une partie de leur travail. Et Zegoyano, lui, a un système, ses terres sont presque intégralement déboisées. Et puis ici, on a Seu d'Arcilio, qui lui est propriétaire, donc comme les deux, il est arrivé avec 100 hectares, mais lui, aujourd'hui, il est propriétaire de 200 hectares d'une excellente terre plantée en cacao et de 700 hectares de pâturage. Alors vous voyez la différence, lui, c'est Manuel Problema avec un sobriquet, c'est comme ça qu'on l'appelle. Lui, c'est José Goiano, José de Goiás, donc il a quand même une identité un peu plus affirmée que Seu d'Arcilio, le Seu étant une marque de respect qui correspondrait à monsieur. On a 3 colons très différents, vous voyez les différences de visage. Seu d'Arcilio est descendant d'Européens et avec un descendant d'Allemand, avec un accent allemand coupé au couteau dans son portugais. Voilà, je vous ai mis en contexte. Alors bien évidemment, ce système n'a pas que des avantages, disons, et les aberrations du système apparaissent clairement, c'est-à-dire le coût en terre et le coût social de la colonisation de la forêt amazonienne est très élevé. Et tout un tas d'acteurs s'interrogent pour modifier ce système et essayer de mettre en place un système plus durable d'usage de la forêt amazonienne. Alors mon récit, ma première partie de mon plan, la seconde partie de cet exposé, le récit va vous faire le récit d'un projet qui a été mené ici à Anapu, dans le projet qui s'appelle Boa Esperança, Bonne Espérance, Bon Espoir. Alors Boa Esperança, ça se situe donc ici sur la carte. Par rapport à l'image de tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait, donc ça c'est la route transamazonienne, on avait un fleuve qui traversait la route transamazonienne, ce fleuve est ici, donc on est sur l'image de tout à l'heure, dans la municipalité d'Anapu. Alors ce fleuve, il a une caractéristique, et le monsieur qui m'a donné la page de journal tout à l'heure était bien inspiré, puisqu'on veut y implanter un barrage, qui serait le 3e barrage en termes de puissance installée au monde, et qui donc inonderait une superficie considérable et en particulier toucherait des terres indigènes et obligerait les Indiens à être déplacés. Et le déplacement d'Indiens a un coût extrêmement élevé en termes de vie humaine, même s'il n'y a aucun meurtre qui est perpétré, les déplacements très souvent sont très déstabilisants pour les populations indiennes. Alors ce barrage est évidemment contesté, et d'où l'article de journal qu'on m'a passé. Mais on le voit, hein, il est discuté dans Le Monde. Il y a un très bon blog dans Le Monde sur ce barrage avec des interventions des internautes qui sont extrêmement pertinentes. Alors ce barrage est pertinent parce qu'elle montre bien les contradictions de ce système, puisque ce barrage quand même a pour objectif de donner l'électricité au Brésil. Et c'est un barrage hydroélectrique, donc a priori c'est quand même une énergie relativement propre. Alors ce barrage, il ne va pas nous intéresser en tant que tel, je pourrais faire un exposé dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui sont venues attirées par le barrage. Alors soit parce qu'ils espéraient s'embaucher comme main-d'œuvre sur le barrage, vous savez, il y a besoin de tout un tas de travailleurs, soit parce qu'ils ont estimé qu'il y aurait une forte pression foncière qui est consécutive à la construction du barrage, parce qu'un barrage c'est très bien, mais il faut des turbines pour faire tourner les turbines. Les turbines sont fabriquées à Lannemezan d'ailleurs, en France. Mais pour amener ces turbines, il faudrait goudronner la route transamazonienne.
Et si on goudronne la route transamazonienne, il va y avoir un appel d'air, enfin une arrivée massive de population qui vont faire monter les prix. Donc il y a tout un tas de bonhommes qui sont là dans l'attente du barrage pour faire une sorte de spéculation foncière. Et à Anapou, on s'est retrouvé avec cette situation de énormément de personnes qui sont là en attendant le travail. Comme le barrage est très contesté en justice, il ne se construit pas, et il faut gérer des dizaines de milliers de personnes qui sont là, sans emploi, en attendant cet emploi, et qui réclament de la terre. Alors, Anapou, je reviens sur mon cadastre, c'était une zone qui a été prévue au début pour les grands propriétaires, et en particulier, donc il y avait quelques kilomètres, quelques lots qui étaient prévus aux petits. Autant là, c'est à 12, à Anapou, c'était à 6, mais enfin, c'est pas très important. Et après les 6, c'était des glèbes, des parcelles comme ça. Alors à Anapou, toute la zone est entourée de ces grandes parcelles. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'État a donné ces parcelles aux propriétaires dans les années 70, la contrepartie était qu'ils avaient 5 ans pour les mettre en valeur. Mettre en valeur, ça veut dire déboiser, hein, et planter du pâturage. Et quand, au bout de 5 ans, un propriétaire n'avait pas mis en valeur, entre guillemets, ces parcelles, celles-ci pouvaient être reprises par l'État. Le propriétaire n'était plus propriétaire. En fait, il n'avait pas une vraie propriété, il avait un droit d'usage. Charge à lui de mettre en valeur les terres. Et au début des années 2000, beaucoup de ces parcelles n'ont pas été mises en valeur, et beaucoup restent inexploitées. Mais l'État n'a pas pour autant fait valoir son droit sur ces terres. Et il y a une espèce de flou juridique sur toutes ces terres parce qu'elles sont à la fois avec un propriétaire mais qui n'a plus le droit d'être propriétaire, mais un État qui ne lui a jamais dit qu'il n'avait plus le droit d'être propriétaire. Et ce flou c'est sur ce flou que va se développer un projet de développement durable parce que les défenseurs des petits agriculteurs, en particulier ceux qui sont liés à l'Église catholique, voyaient que, à cause de la pression foncière, les grands propriétaires commençaient à reprendre les droits sur leurs terres et ils craignaient de voir le municipe se faire encercler, c'était leur terme, encercler par ces grands propriétaires. Et ils ont voulu stopper ce phénomène d'encerclement en réservant de ces terres-là à des petits agriculteurs. Et en particulier à ces gens qui sont à la recherche de terre et qui sont à Anapou en attente de quelque chose à faire. Il faut bien comprendre qu'il y avait une pression énorme pour ces défenseurs des petits agriculteurs, puisqu'ils étaient pris dans une tension entre donner de la terre à ces gens, mais, ça c'est les Gaulois, donner de la terre à ces gens, ou alors... mais si on le fait, amener un déboisement, ou alors ne rien faire, mais voir une misère s'installer aux portes de la ville. Donc ils ont essayé de trouver une synthèse, et cette synthèse, donc sur les terres en statut juridique indéfini, cette synthèse c'était ce PDS, comme on l'appelle, c'est-à-dire un projet de développement durable, ou de colonisation durable. Alors quel était le principe de ce PDS ? Je regarde mes notes parce que comme rien n'a été respecté, j'ai tendance à oublier. Alors le principe, c'était que les agriculteurs n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Alors il y a sur cette zone ici 250 agriculteurs. Ils ne devaient pas être propriétaires de la terre, mais uniquement usufruitiers. Alors quelle était l'idée ? L'idée, c'était de considérer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que les petits agriculteurs, beaucoup d'entre eux partaient et leurs terres étaient rachetées. Il y avait un système de concentration foncière qui se mettait en place. Alors ça, c'est dans la version naturelle. Ce qui se passe très souvent dans les systèmes de colonisation, c'est qu'en fait, un grand propriétaire ou quelqu'un qui a l'intention d'acheter beaucoup de terres passe contrat avec 5-6 personnes sans emploi et il leur dit, voilà, moi je vous paye pendant 2 ans pour que vous occupiez une terre. Et cette terre, au bout de 2 ans, donc vous prenez une terre à l'État et vous êtes bénéficiaire de la réforme agraire pour l'État. Donc en plus, vous allez recevoir un peu d'argent pour ça. Et cette terre, au bout de 2 ans, vous me la revendez. En fait, vous me la donnez puisque je vous ai soutenu pendant 2 ans. Ces hommes, on les appelle des oranges. Ce seraient des hommes de paille pour nous. Et la crainte des acteurs qui interviennent auprès de ces populations, c'est que les grands propriétaires qui veulent s'accaparer des terres en prévision de la pression foncière utilisent ce système d'orange pour avoir des terres. L'autre crainte, c'est que sinon des agriculteurs eux-mêmes revendent leurs terres. Donc on ne donne pas aux agriculteurs la propriété de la terre, on leur en donne l'usufruit. Donc ils ont le droit d'occuper une terre, mais s'ils la quittent, c'est l'association d'agriculteurs qui va choisir qui est le remplaçant, et il ne pourra pas la vendre, il pourra uniquement vendre le travail qu'il a fait sur cette terre. Par exemple, le nombre d'hectares de cacao plantés ou le nombre d'hectares de pâturage plantés. Alors ça, c'est la première règle.
La deuxième règle, c'est que ces agriculteurs n'ont pas le droit de déboiser plus de 20%. Donc vous voyez, les limites sont celles qui sont représentées ici. 20% de la terre. Et sur ces 20%, ils ne peuvent avoir plus de 5 hectares de pâturage et 7 têtes de bétail maximum. Et ils sont très fortement influencés à faire des cultures pérennes type cacao, poivre, café, qui sont des cultures assez respectueuses des sols et qui permettent de fortes densités de culture. Ensuite, les agriculteurs devaient mettre en commun 80% des terres restantes. Et ces 80% de terres étaient divisées en 20 parties. Et ces 20 parties étaient exploitées par une entreprise d'exploitation forestière chaque année, pendant 20 ans, donc en rotation, chaque année, l'entreprise exploite une partie. Elle sort le bois intéressant, et puis après, elle laisse revenir la forêt, et ainsi de suite. Et pendant 20 ans, c'est un système tout à fait durable qui aurait été mis en place de la sorte. Et ensuite, ça a même été plus loin. Il faut savoir qu'on est dans des pays où il y a des communistes, des vrais, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie idée communautaire, et de travail en collectif, etc., etc. Et au début, en fait, il était même prévu que les agriculteurs n'aient pas une petite parcelle comme ici, mais travaillent tous sur une parcelle collective, comme celle-ci, où il y aurait eu une ville installée à côté, et les agriculteurs auraient travaillé ensemble ou sur des lopins séparés sur cette parcelle. Alors le projet était fort intéressant, et c'était un réel projet de développement durable qui répondait à une tension très forte à laquelle ont eu à réagir les acteurs présents localement. C'est soit voir des gens mourir de faim, soit lancer la colonisation, mais en lançant la colonisation, prendre le risque du déboisement, donc essayer d'encadrer le déboisement, comme je vous l'ai dit. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un certain succès, puisque les zones sont peu déboisées. Voilà, le projet était lui-même fort intéressant, mais il s'est heurté à toute une série d'oppositions, et a commencé par un crime de terre, un crime de sang, qui a conduit à la mort de la religieuse qui est à l'origine de ce projet. Alors la religieuse qui est à l'origine de ce projet, vous voyez son nom, Dorothy, donc anglais, Mai Stang. Stang, bon, c'est un nom consonance asiatique, mais en fait elle était américaine, âgée de 74 ans. Alors Sœur Dorothée était une religieuse de la théologie de la libération. Alors pour ceux qui ne savent pas, la théologie de la libération, c'est ce mouvement de l'Église catholique extrêmement puissant en Amérique latine et fortement ancré politiquement à gauche, la théologie de la libération qui s'est beaucoup positionné auprès des petits, et en particulier des petits agriculteurs. Sœur Dorothée est de la commission pastorale de la terre, donc qui s'occupait plus particulièrement des petits agriculteurs. Et elle était arrivée dans le municipe au milieu des années 80. Ça faisait donc 20 ans qu'elle était là quand elle a été assassinée. Et avec un projet d'aider les petits contre les grands. C'était sa lutte. Je la connaissais extrêmement bien, j'avais vécu chez elle plusieurs mois. Et elle avait vraiment une vision binaire du monde, celle que je vous ai expliquée jusque-là. En fait, c'est plus complexe, mais une vraie vision binaire, petit contre grand. Et c'est elle qui parlait d'encerclement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui ne voulait pas laisser les grands encercler le municipio, donc il s'est battu pour pas que cet encerclement ait lieu. Mais Dorothée, elle s'est heurtée ici, sur, vous voyez, la forme bizarre de cette parcelle. Elle s'est heurtée au propriétaire de cette zone, donc arrivé dans les années 70, qui ne la met pas en valeur, qui donc n'est plus vraiment propriétaire, mais qui, quand il voit les pressions foncières, se met tout d'un coup à déboiser extrêmement rapidement ce pâturage ici. Et alors, quand il voyait que le projet, en particulier de Sœur Dorothée, était prévu, qu'il s'est mis à déboiser ce grand pâturage, et qui donc revendiquait la propriété de la terre. Comme l'État n'avait pas rempli son rôle, tout simplement, on était vraiment dans un flou juridique extrêmement fort, à tel point que 2 tribunaux ont rendu 2 jugements différents sur ces terres. Un tribunal fédéral a conclu que la terre était à l'État, puisqu'il n'avait pas été mise en valeur, donc elle pouvait être utilisée pour les petits agriculteurs dans le cadre de la réforme agraire. Un tribunal étatique, donc plus local, au niveau de l'État du Para, a lui au contraire conclu que la terre appartenait bien à l'agriculteur. Bon, en général, quand il y a ce genre de conflit, le meilleur moyen de le résoudre, c'est d'envoyer un tueur à gages et de payer pour tuer. Alors, le crime, Sœur Dorothée, c'est pas la première fois qu'elle embête des grands propriétaires. Elle était même assez énervante pour les grands.
Et ce qui me paraît, moi, assez symptomatique, c'est qu'elle a été tuée à ce moment-là, sachant que ça a eu un coût extrêmement lourd. Parce que les tueurs à gages, mine de rien, c'est quand même des gens qui qui prétendent avoir une éthique. En particulier, chez un tueur à gages, on tue rarement une femme, sauf quand elle a trompé. Et en tout cas, on ne tue pas une femme de 75 ans. Parce que prouver qu'une femme de 75 ans a trompé son mari, c'est un peu compliqué. Et alors, une religieuse de 75 ans femme, vous vous rendez compte, pour un tueur à gages, en termes d'éthique de tueur à gages, c'est quand même un peu problématique. Mais bon, on trouve des tueurs à gages sans foi ni loi. Mais surtout le tueur à gages qui était venu pour commettre le crime, qui était payé très cher, 40 000 reais, donc au cours d'aujourd'hui, ça correspond à 20-25 000 euros. Quand il est arrivé dans la zone et qu'il a vu la situation, il s'est dit « Ouf, si je la tue, j'ai toutes les chances de me faire lyncher ». Donc il est rentré, il n'a pas commis le crime, et les mandataires ont été obligés d'aller chercher quelqu'un qui était endetté, en fait, qui avait de très fortes dettes, et qui lui ont dit « Voilà mon gars, si tu veux racheter tes dettes, tu assassines la sœur ». Donc le gars, il avait le choix entre se faire tuer pour dette, ou tuer la religieuse et se faire lyncher pour le meurtre de la religieuse. Donc il a choisi le meurtre de la religieuse. Il ne s'est pas fait lyncher, il s'est planqué dans la forêt une semaine et il s'est rendu à un poste de police. Si vous voulez, à l'endroit où il a tué la religieuse, il a fallu une semaine pour gagner un poste de police. Il ne voulait pas être vu parce qu'il ne voulait pas se faire assassiner en retour. Donc localement, la religieuse était assez soutenue, mais s'ils ont voulu la tuer, c'est parce que il commençait à y avoir, donc non seulement ce conflit de terre, mais il commençait à y avoir des tensions extrêmement fortes localement autour du développement durable. Et cette image vous donne un peu une idée de la violence des tensions. C'est une couverture d'un magazine publié très localement, dans la petite région dont je vous parle, publié en 2005, en février 2005. La religieuse, donc vous avez vu, est morte en février 2005, mais le magazine paraît avant son décès. Et il représente, vous voyez, à gauche, c'est à gauche de la tête de cet homme, de ce mutant, c'est Oncle Sam, qui représente les États-Unis, et à droite c'est un viking qui représente l'Union européenne. Donc ce mutant est un mélange d'États-Unis et d'Union européenne, c'est le G7 quoi. Et il est vêtu d'une soutane. Alors la soutane évidemment renvoie à l'Église catholique, donc pour qui connaît un peu les tensions de la région à Sœur Dorothée, et une soutane, et puis il est très riche puisqu'il a une croix en or. Et notre mutant, dans une ambiance assombrissante, dit la légende de ce texte, assombrissante ou aussi qui fait peur. Ce mutant achète pour 1 real, donc vous voyez, il a été assassiné pour 40 000 reais, donc pour 1, il achète une terre à un Indien, à un peuple de la forêt, pour en fait mener un projet d'internationalisation de l'Amazonie. Alors je ne rentre pas sur l'internationalisation de l'Amazonie, j'ai fait plusieurs papiers là-dessus. Grosso modo, il s'agit d'un processus de perte de pouvoir du Brésil. L'idée, quand on dénonce l'internationalisation de l'Amazonie, c'est de dénoncer la perte de pouvoir du Brésil sur son territoire amazonien. Et ce qui y est fait est décidé par d'autres acteurs étrangers. Alors je ne vous rentre pas dans les détails, c'est beaucoup plus complexe que ça ce qui se passe en réalité en Amazonie. Mais cette revue en fait dénonce tout simplement le développement durable qui viendrait sous pression du G7 et avec association avec l'Église catholique en Amazonie et qui pour rien en fait s'accaparerait des terres. Alors en fait, il ne faut pas être dupe, cette revue elle n'est pas faite contre les étrangers, en fait elle est faite contre la petite étoile qu'aborde notre curé, notre mutant en soutane, qui correspond à l'étoile du Parti des Travailleurs, le parti de Lula, au pouvoir en 2005, et est récemment arrivé au pouvoir en 2005, qui donc fait plus qu'embêter les grands propriétaires, qui avaient très peu intérêt à voir Lula prendre le pouvoir. Et vous voyez ce toucan bâillonné d'un foulard rouge, d'un foulard communiste. Ce toucan correspond au parti qui est au pouvoir à l'État du Pará, donc au niveau scalaire inférieur de l'État fédéral. En fait, le débat est purement interne, mais extrêmement, extrêmement fort, avec tout un discours anti-développement durable qui se développe en Amazonie. Ça, c'est juste après l'assassinat de la religieuse. Vous voyez que le mutant a perdu sa soutane, parce que ça pouvait apparaître comme une incitation au crime. Donc cette fois-ci, notre mutant, qui est en fait un Golden Boy de Wall Street, étouffe un agriculteur
cette personne-là qui a les habits typiques des agriculteurs familiaux, pendant que ce bonhomme, alors qu'il paraît comme un Asiatique, on pourrait dire, ah, c'est les Chinois qui viennent au Brésil, pas du tout. En fait, le teint jaune, c'est le fonctionnaire de Brasilia, vous voyez un peu avec son attaché case là, et qui plante un coup de poignard dans le dos de ce paysan qui est déjà étouffé par le Golden Boy, par le G7. En fait, il s'agit de dénoncer la collusion, soi-disant pour ces acteurs, entre l'international et l'État brésilien. On est un peu dans le même type d'image que la précédente. Alors pourquoi je vous montre ces images? Si je vous dis que je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est parce qu'il y a une ambiance extrêmement tendue localement au moment où ce projet se met en place. Et si Sœur Dorothée est assassinée, c'est pas tellement pour cette petite parcelle de 500 hectares, même si c'est eux, les gens qui ont commandé le crime, c'est les gens de la parcelle de 500 hectares qui ont été jugés pour cela. Donc c'est pas tellement pour la petite parcelle que le crime a eu lieu, c'est plutôt contre le développement durable. Et c'est vraiment un crime qui est présenté comme tel. L'idée, c'est de mettre un frein au projet de développement durable qui commence à devenir réel et qui commence à contrarier des intérêts au milieu des années 2000. Alors pourquoi seulement au milieu des années 2000? Parce que jusqu'à présent, c'était bien gentil le développement durable, c'était pour les petits, on leur apprenait à planter du poivre ou du cacao. Mais au bout d'un moment, même les grands, on pouvait même leur filer des subventions pour qu'ils détruisent pas trop leurs terres, donc ça arrangeait finalement. Mais au bout d'un moment, en particulier après la conférence de 2002 à Johannesburg, de la conférence de sommet mondial, on s'est rendu compte que le développement durable, ça pouvait pas être que gentil et qu'il fallait prendre des mesures un peu fortes, et en particulier geler des terres dans les parcs nationaux. Et là, ça a commencé à contrarier très sérieusement des intérêts, et les tensions sont montées en fait à ce moment-là. Et moi qui étais présent au Brésil à cette période, c'était vraiment... au Brésil, en Amazonie, auprès de ces acteurs qui avaient tout intérêt à ce que le déboisement ait lieu puisqu'ils en tiraient profit, la situation commençait à être extrêmement tendue. Mais il n'y a pas que ça qui a expliqué l'échec du projet, parce que à court terme, le projet, l'assassinat de la religieuse a été contre-productif. Il se trouve que, manque de bol, la ministre de l'Environnement était ici, le jour du crime. Alors évidemment, le tueur à gages, on a déjà eu assez de mal à le trouver, donc en plus on ne pouvait pas lui dire à quel jour il devait faire le crime, et par malchance, il a commis son crime le jour où la ministre de l'Environnement, c'était Marina Silva à l'époque, donc une compagnonne de lutte de Chico Mendes, le fameux seringueiro, donc exploitant de latex, assassiné à la fin des années 80, au début des années 90. Donc Marina Silva était là, avait connu le meurtre de figures de défenseurs des populations et de l'environnement, et s'est rendue tout de suite au moment du crime à Anapu, il a fallu refaire une piste d'avion pour l'occasion, quoi. Et il y a eu une forte médiatisation de ce crime. Et effectivement, une religieuse de 74 ans, ça se fait pas trop quand même. Donc ça a quand même choqué comme crime. Et c'est ça qui a changé au Brésil, je trouve, ces dernières années. C'est que les crimes pour la terre sont moins fréquents qu'avant. Et surtout, ils créent quand même une réaction dans la société civile assez forte. Ce qui fait qu'on ne tue pas aussi facilement qu'on pouvait tuer il y a encore 20 ans. Bon bref, la Marina Silva et puis l'État fédéral brésilien est obligé de frapper un grand coup et de dire bon là ça suffit, vous avez commis un crime contre le développement durable, et ben nous on va implanter le développement durable, et ils ont créé le projet qui jusque-là était en tension à cause de cette terre et des tribunaux qui n'arrivaient pas à décider à qui elle était. Alors bon, ils extraient la terre du projet, mais ils le créent. Donc à court terme, le crime, il n'a pas payé. Mais en fait, le problème qu'a eu le projet est un problème interne, c'est-à-dire que les agriculteurs, il faut bien voir qu'on est face à des sans-terre, c'est-à-dire à des gens qui historiquement n'ont jamais été propriétaires de terre, ou quand ils l'ont été, ça n'a pas trop marché. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des profils des agriculteurs, si vous avez des questions je peux le faire, c'est ma spécialité. Hein. Mais les agriculteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une terre. Parce que ne pas avoir de terre, après, ça peut autoriser l'expulsion. Quelques années après, ils veulent un titre. Ils ne veulent pas une simple concession d'usage. Les concessions d'usage, c'est pour les Indiens. Ce n'est pas pour les agriculteurs. Donc il y a eu une grosse tension qui a été faite, ce qui fait qu'on a officieusement démarqué des lots partout. Donc d'où le fait que nos gens soient installés là, qui n'aient pas voulu travailler là tous ensemble. Vous vous rendez compte, travailler avec le voisin, on est face à des sociétés qui sont tout aussi individualistes que les nôtres. Donc le projet de travail en commun des agriculteurs qui aurait
vous y pensez même pas. Donc ils ont refusé de travailler ensemble, évidemment, ils ont voulu un lot. Et puis sur ce lot, et la tension actuelle, c'est qu'ils aimeraient pouvoir le déboiser autant qu'ils veulent. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit qu'il y aurait du développement durable, mais qu'il fallait mettre en place des cultures pérennes, mais jamais personne n'est venu leur apprendre. Alors pour quelles raisons, je ne sais pas, je ne veux surtout pas rentrer sur ces raisons en étant filmé, mais les projets n'ont pas vraiment eu lieu, et les agriculteurs n'ont pas reçu d'aide. Et leur discours, c'est de dire, on n'a pas le droit de déboiser, on n'a pas eu d'aide pour faire autre chose, on veut pouvoir faire du pâturage, on veut pouvoir déboiser sur des superficies importantes. Et les tensions sont extrêmement fortes à un point tel que le déboisement de cette zone aura lieu. Enfin, il y a de bonnes chances qu'il ait lieu. En tout cas, autant vous voyez, la zone est relativement préservée au moment de ce travail, en 2010, autant on peut imaginer que les tensions vont reprendre et que cette zone va rattraper son retard de déboisement par rapport aux autres. Le déboisement est principalement dû au conflit autour de la terre. Voilà, j'ai pris du temps pour ce récit, mais pour vous montrer en fait les tensions, il s'agit d'un petit projet qui correspond à quelque chose qui est de bon sens. Quand Dorothy m'exposait le projet, même moi, qui pourtant je ne suis pas une optimiste de nature, même moi j'étais emballé quand même. Si ça marche pas, je me disais qu'est-ce qui marchera, quoi. Même ça a été extrêmement dur à mettre en place. Parce qu'on est confronté à un système de tension extrêmement fort. Et c'est ce système de tension que j'aimerais vous parler. Alors juste... Oui, je vous parlerai après du Brésil. Alors juste pour commencer par mettre une chose en perspective historique, je vous ai parlé tout à l'heure des Amériques, de la marche vers l'ouest. On est dans le même type de phénomène, avec juste un siècle de retard par rapport aux États-Unis. Cette carte, elle représente à l'échelle du Brésil les fronts pionniers dans l'histoire. Vous voyez, au 19e siècle, c'est des zones en gris. Première moitié du 20e siècle, les zones en hachuré. Et puis, actuellement, les zones en quadrillé et actuellement les zones en hachuré. Deuxième moitié du XXe siècle. On est sur un phénomène en fait d'un État qui conquiert son espace, comme tout État a conquis son espace au cours de l'histoire. Et les Gaulois étaient sans aucun doute dans le même type de procédé, c'est-à-dire c'est une espèce qui s'étend en allant coloniser des espaces qu'elle n'occupait pas. Alors soit elle colonise, soit elle envahit. À la rigueur, c'est un autre débat. En tout cas, c'est un phénomène qui a eu lieu de tout temps et qui est en train, en fait, on voit s'achever aujourd'hui dans la forêt amazonienne le même processus qui a démarré il y a des centaines une centaine d'années pour le processus de colonisation tel qu'on est actuellement, mais de plusieurs milliers d'années. Alors c'est pas parce qu'il y a cette histoire, évidemment, que ce qui a lieu doit avoir lieu. Il y aurait des moyens de faire autrement, et il n'y a pas de fatalité de l'histoire, évidemment, mais je voulais juste replacer cette perspective temporelle pour qu'on se rende compte quand même de ça. Alors quelle est la fatalité, enfin, ce qui fait qu'il n'y a pas fatalité mais que le phénomène a quand même lieu, c'est qu'il y a aujourd'hui à l'échelle de la Terre d'énormes tensions à l'échelle de la planète, d'énormes tensions sur les terres qui sont liées tout simplement à deux phénomènes contradictoires. Le premier, c'est qu'on nous prévoit une humanité à 9 voire 10 milliards d'êtres humains. J'aurais pu mettre un pluriel à être. Je suis désolé, pour 9 milliards, ça méritait quand même. Pour 9 milliards d'êtres humains, et qu'en plus on aimerait bien qu'ils soient mieux nourris que tout un ensemble de populations sont nourries aujourd'hui. Donc pour nourrir, il faut des terres, c'est aussi bête que ça. Et puis en plus, non seulement on veut nourrir les gens, mais en plus on veut fabriquer de l'énergie avec les aérocarburants, et on veut donner des matières premières à la chimie. Vous voyez là, les Actimel de mes fils, les yaourts de mes fils, quoi, sur la pub, il y avait écrit dessus formidable, ça n'a pas été fait à partir de pétrole, ça a été fait à partir d'agrocarburants, enfin d'agrochimie, en fait à partir de forêts amazoniennes. C'est-à-dire à partir de terres qui ont été utilisées pour produire de la chimie au lieu de produire autre chose. On a cette tension qui est extrêmement forte et qui ne va aller qu'en s'accentuant. Et il y a énormément de monde qui l'a compris, puisque la spéculation sur les terres, je pense que vous le savez, n'a jamais été aussi forte qu'elle est actuellement. Mais on a une autre tension qui est qu'on aimerait bien aussi conserver. Et conserver pour des raisons sans doute tout aussi valables que les raisons d'alimentation ou d'énergie, qui sont qu'on observe actuellement un phénomène d'extinction à grande échelle de diversité biologique et d'extinction d'un très grand nombre d'espèces, au point que l'on parle de la 6e extinction, c'est-à-dire du grand 6e mouvement d'extinction d'espèces.
qui amène à vouloir protéger la biodiversité dans le cadre de la CDB, la Convention sur la diversité biologique, vous savez, ces conventions internationales. Et puis d'un autre côté, on a une tension autour du changement climatique, avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui se rend compte que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère crée un effet de serre qui crée des changements climatiques et qu'il faudrait stocker ce CO2 quelque part. Et pour le stocker, il n'y a pas 10 moyens. Il y en a un, c'est d'attraper le CO2 à la sortie de la cheminée et de l'envoyer en sous-sol, mais c'est pas simple. C'est cher et pas simple. Et puis l'autre système, c'est de le mettre dans les troncs d'arbres, puisque les troncs d'arbres, c'est du carbone. Donc on les met dans les troncs, et les troncs sont des puits de carbone en eux-mêmes. Donc voilà, mais cette biodiversité, il faut des terres. Ce carbone, pour le stocker, il faut des terres, mais les terres, on en a besoin pour manger et pour faire de l'énergie. Donc on est vraiment dans un système de tension extrêmement fort à l'échelle de la planète qui en fait ne fait que se reproduire en Amazonie. Et en fait, le système que l'on observe, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment produire des terres, produire des aliments tout en favorisant la biodiversité. En tout cas, si on sait théoriquement, on ne sait pas le faire à grande échelle. Et donc on est en train de séparer les mondes. Et là, je vous ai mis une photo de la pampa argentine. Alors, rien à voir, hein, on est très loin de l'Amazonie, mais on ne peut pas comprendre l'Amazonie si on ne comprend pas la pampa argentine, parce que c'est là que sont produits une grande quantité de grains qui servent à nourrir en particulier le soja, donc nos vaches, qui servent à nous nourrir à nous. Et la production de grains se fait avec un mouvement d'intensification qui est permis par ce genre de machine. Donc vous voyez, je me suis mis à l'échelle, je fais un peu moins d'1,80 m, et si vous comptez combien il y a de Xavier sur ce tracteur, il fait 13 mètres de ligne, ce tracteur. Donc il peut planter sur 13 mètres de large. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, c'est extrêmement important. Et c'est permis, ce système, parce qu'il n'y a pas de labour, et le fait qu'il n'y ait pas de labour est permis par l'utilisation de semences transgéniques qui sont utilisées dans ces cuves-là. Et dans le monde tel qu'on le connaît et tel qu'il fonctionne, si on veut protéger la forêt amazonienne, il faut accepter du transgénique ailleurs. J'exagère, mais c'est plus ou moins ce système qui est en jeu. Et le Brésil est pris dans ces contradictions. De même que nous sommes tous pris dans ces contradictions entre produire et préserver. Et le Brésil n'est pas pire qu'un autre à ce niveau-là. C'est-à-dire que... Alors je pense que, par exemple, le débat dont je vous parlais dans Le Monde sur le barrage de Belo Monte, je trouvais que le débat des internautes était bien, parce qu'aucun internaute disait ces andouilles de Brésiliens qui ne savent pas gérer la forêt amazonienne, c'est fini, c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire, et les Brésiliens, pas plus que nous. Alors vous voyez, nous, on a la Guyane française. Je ne sais pas si vous lisez un peu l'actualité sur la Guyane française, mais vu ce que la France, donc quand même, puissance économique importante, dans les 10 premières puissances économiques du monde, peut faire sur la Guyane française, c'est-à-dire les problèmes qu'elle rencontre sur la Guyane française pour essayer de faire un petit parc national sur un territoire donc, qui est beaucoup plus petit que l'Amazonie. Imaginez un État brésilien qui est certes à peu près en PIB comparable à la France, si on prend en compte le secteur informel, mais qui a un territoire 14 fois plus grand à gérer et une population 3 fois plus importante à gérer. Imaginez les problèmes que peut avoir le Brésil à gérer son territoire, et cela en dehors de toute incompétence. Même si après il peut y avoir de l'incompétence aussi, mais je suppose qu'il n'y en a pas qu'au Brésil. Alors le Brésil, il a fait un zonage de l'Amazonie, et en 3 zones. Alors la zone 1, c'est l'Amazonie occidentale, celle sur laquelle il n'y a pas de tension. Grosso modo, les tensions qu'il y a sont à long terme. Là, dans les prévisions, on a de la forêt dans 50 ans. Zone 2, la zone en tension actuellement. Parce que la zone 1, c'est la zone dont vous avez vu qu'elle était actuellement déboisée, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'image. La zone 1, on l'appelle, vous voyez sa forme, qui fait une forme d'arc. Les géographes aiment bien l'appeler arc 2. Et ensuite, ils ne sont pas d'accord sur les noms à donner. Il y en a qui l'appellent l'arc du feu. Alors, vous imaginez, ils mettent l'accent sur un phénomène. L'autre, l'arc de la déforestation, ils sont plus objectifs. Les troisièmes, l'arc du peuplement avancé. Vous vous rendez compte, selon le nom qu'on donne, on donne une fonction différente à cet espace. Alors bon, cet arc du feu, l'idée c'est de dire si... il y a 30 ans, c'était de la forêt. Ce qu'on voit se passer actuellement avec ces flèches, c'est que l'arc de feu est en train de passer sur la zone à côté. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on était en tension, les images que je vous ai montrées sont tirées d'ici. C'est exactement ça qui se passe. Donc l'idée, c'est de dire, il faut qu'on stabilise l'arc du feu pour éviter que ça aille ici,
parce que sinon, dans 30 ans, on va se retrouver dans le même phénomène. Ici, ce sera plus un arc, ce sera une patate du feu. Et puis ici, on aura la zone qui pourra être colonisée. Donc l'État brésilien est en train de définir des stratégies adaptées à chacune de ces zones, avec des sous-stratégies par chacune des zones. Vous voyez ici sous forme de carottes. Voilà, une des stratégies, c'est la séparation des espaces. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut à la fois produire et préserver. Comment on fait? On ne sait pas trop faire. Alors les Brésiliens, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont séparé les usages. En blanc, c'est les zones avec structure productive définie ou à définir, c'est-à-dire des zones qu'on va consacrer à la production. Alors ça, c'est les fronts pionniers. Vous voyez les images tout à l'heure, la route transamazonienne, elle est là. Elle est consacrée à la production. Alors il y a quelque chose d'important à voir, c'est ces hachures ici. Les hachures, c'est pas comme sur la première carte. Ici, les hachures, elles représentent les zones à récupérer ou à réordonner. En fait, c'est des sols qui ont été tellement mal utilisés qu'ils ont été perdus. En fait, on a créé du désert en ces zones-là. Et l'idée, c'est d'essayer de récupérer ces sols. Donc il y a des zones productives, des zones improductives à cause d'une tentative d'y produire. Ensuite, il y a en gris, en foncé, là, en gris foncé, il y a les parcs nationaux, les zones à conserver, alors aires protégées, prévues ou à créer. Et là, vous voyez, donc, il y en a quelques-unes, celles qui existent déjà dans les zones de l'arc de la déforestation. On en crée beaucoup dans cette zone-là pour canaliser les projets, et on en crée un peu ici. Et puis, qu'est-ce qu'on crée beaucoup ici? C'est ces zones ici, ces zones d'usage durable, qui correspondraient à une sorte de synthèse entre la production et la conservation, et où on essaierait d'inventer des manières différentes de travailler les milieux naturels et de faire de la production sur les milieux naturels. Je dis bien inventer parce qu'on ne sait pas faire. On sait faire en laboratoire, mais on ne sait pas faire à grande échelle. Et alors l'État brésilien, vous voyez, il a dit, je ne sais pas, il faut que je produise, il faut que je conserve, et puis j'aimerais faire autre chose. Donc il a divisé, il a dit, voilà, là je produis, là je conserve, et là j'essaie de faire autre chose. Alors évidemment, ils sont malins. Ils ont fait les tests là où il n'y avait pas de tension. Vous voyez, les zones d'usage durable, ils les font là où il n'y a pas de tension. Comme ça, si ça ne marche pas, on pourra toujours revenir en arrière. Ça, c'est la vision positive. La vision négative, c'est de dire ça va préparer la colonisation pour le futur. Je ne sais pas, c'est les recherches de mes enfants qui montreront ça. Mais ces zones ici, là vous voyez, là où on sait bien que les tensions elles sont là et qu'on ne sait pas encore faire, là on fait du parc national. Et c'est ces parcs nationaux qui provoquent l'ire des grands propriétaires que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà le système. Alors là je vais vous présenter 2 articles parus dans les plus grandes revues scientifiques. La première c'est Nature, et là c'est une modélisation. Vous voyez, modélisation, prévision du futur à partir du présent. On aime beaucoup détester la modélisation actuellement, parce qu'en particulier elle nous prédit le changement climatique, mais quand même c'est un système qui marche assez bien. Et là la modélisation, elle travaille sur 2 scénarios. Le premier, c'est on crée des parcs nationaux mais on fait rien d'autre. Et le deuxième, c'est on crée des parcs nationaux et on accompagne les parcs nationaux d'une forte gouvernance environnementale, en particulier d'un outil dont je vais vous parler un peu après. Alors vous voyez, dans le système, on fait que des parcs nationaux, c'est largement insuffisant. À échelle 2050, donc c'est une modélisation à 2050, on se rend compte que l'Amazonie centrale devient ce qui était aujourd'hui l'Amazonie des routes, enfin l'Amazonie, l'arc du peuplement, et que l'Amazonie occidentale continue à être préservée. Mais vous voyez, ici, il n'y a plus que des lambeaux de forêt, et avec des zones fortement déforestées, et en particulier une érosion de biodiversité qui est représentée sur cette carte ici. Là, c'est le pourcentage d'espèces disparues en termes de biodiversité, une érosion de biodiversité extrêmement forte. Vous voyez, plus on va vers les rouges, plus on est dans l'extinction d'espèces, une érosion extrêmement forte. Dans le scénario 1, donc c'était dans le scénario uniquement parcs nationaux, et dans le scénario parcs nationaux plus gouvernance environnementale, on arrive à tenir les tensions, même si vous voyez, on fait le deuil d'un massif forestier contigu sur l'Amazonie centrale. On fait ce deuil, mais on arrive quand même à tenir des indices de biodiversité relativement importants. Voilà
un des travaux de prospective, donc la gouvernance environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernance environnementale? Ça veut dire un très fort encadrement législatif par l'État brésilien des pratiques, mais aussi, et c'est ma dernière diapositive, une volonté de ne pas déboiser et de rémunérer les agriculteurs qui ne déboisent pas. C'est-à-dire de dire, les agriculteurs qui ne déboisent pas, si on n'a pas de technique alternative, ça a un coût pour eux. Et ça a un coût lourd pour tout un tas de gens. Je vous assure, c'est dur quand on fait son travail de terrain, qu'on voit des agriculteurs et qu'on les voit vraiment mal, hein, parce qu'on interdit de déboiser. Alors, on comprend bien pourquoi il ne faut pas déboiser. Et l'idée, que je représente par ce schéma, l'idée c'est de dire que si on demande à des agriculteurs de conserver de la forêt, à un moment ou à un autre, il va falloir compenser ces coûts induits par la perte par la non-autorisation de déboiser. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces travaux pour vous laisser du temps pour les questions, mais l'idée consiste à dire puisqu'on veut que vous gardiez des espaces pour rendre des services à la planète, entre guillemets, c'est-à-dire pour stocker du carbone, on va vous payer pour conserver ces espaces. Alors il y a énormément de problèmes qui sont liés à ce machin-là, qui est une fausse bonne idée qu'on a actuellement. Mais enfin bon, c'est vers là qu'on se dirige actuellement. Voilà, j'ai tenu 1 heure. Maintenant, je peux vous laisser la parole. Un peu si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit 2 livres, dont un qui sort le mois prochain. Le premier est plus récit d'agriculteurs, et le second est plus qu'est-ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui et pour le futur. Voilà. Merci beaucoup Xavier pour ce témoignage qui est quand même assez original, on n'en parle pas tous les jours. Je me tourne vers vous pour les questions, mais je voudrais auparavant remercier tout de suite pour le travail de traduction. Vous imaginez qu'il n'était pas facile quand même en termes d'image. Fabrice et François, son collègue. Et voilà, à vous maintenant de... Monsieur ? Oui, c'était très intéressant. Puis vous avez bien expliqué les problèmes des petits paysans, tout ça là-bas. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est au Brésil, qui était une mise en place de substitution par récolte du café. On leur proposait, je ne sais pas si c'est au Brésil ou à d'autres pays aux alentours, de substituer par la récolte du café, au lieu de faire une agriculture, pour protéger en même temps la forêt. Oui, c'est ça en fait. Le système, c'est que les cultures pérennes, oui, donc elles ont l'avantage d'offrir une couverture végétale constante sur les sols, donc d'éviter le phénomène d'érosion des sols par pluie. Alors, en particulier, en maintenant des racines, un système racinaire, ça évite l'érosion. Et puis avec les arbres, donc c'est pour ça que le café ou le cacao sont très prisés, c'est qu'il y a une couverture végétale qui diminue les rayonnements solaires et qui en plus fait un humus avec les feuilles. Alors ce sont des projets qu'on essaye d'implanter. Bon, d'abord, ça marche assez peu pour des raisons techniques, c'est assez exigeant en sol. Il faut des bons sols pour faire ça. Et en plus, il faut de l'eau. Et on se rend compte que dans les zones déboisées, on n'a plus d'eau. Alors ça, c'est ce phénomène qu'on a constaté. C'est que dans les fronts que je vous ai montrés, donc des fronts qui sont quand même proches de la forêt, on a une saison sèche qui fait qu'on n'arrive plus à implanter certaines de ces cultures. Bon, il y a ces problèmes-là, ces problèmes techniques pour implanter ces cultures. Et puis après, tous les problèmes qui peuvent être liés, les marchés. C'est-à-dire qu'on plante très bien, il faut trouver des marchés pour vendre. Et ce qu'on vend le mieux, c'est le bétail. Parce que ça se conserve bien, le bétail, ça marche jusqu'à l'abattoir. Et après, à l'abattoir, ça va dans le frigo. Et puis ça s'occupe tout seul de bétail. Le travail que demandent les cultures pérennes est bien plus important que le travail d'élevage. Le savoir-faire, qui est aussi très, très important, et qui ne s'acquiert pas sans aide. Et l'aide, on n'arrive pas à la fournir. Je vous ai dit là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a beaucoup de problèmes. Donc des bonnes idées comme le café, comme le cacao, comme le poivre. Moi, j'ai été dans une ONG qui implantait ces trucs-là, j'en ai vu plein. Et il y a des trucs qui marchent, c'est sûr, mais ça marche quand c'est sous perfusion. Quand on veut faire ça à grande échelle, on ne sait pas faire. Oui,
Merci. C'est une question sur le passé. Est-ce que les déboisements de la Grèce antique et de l'Espagne ont eu les mêmes causes, ou bien... Parce que moi, jusqu'ici, on connaissait le déboisement en France assez récent, qui était pour faire des bateaux. Mais là, c'est un phénomène qui a toujours existé. Grèce, Espagne, tout ça. Oui, en fait, bien avant, hein, depuis les berceaux de l'humanité. Hein, toujours déboisé. Dans l'Inde également, actuellement, peut-être aussi. Alors, ça dépend des paysages qu'il y avait au début. Si on était sur des paysages de savane, il n'y a pas eu besoin de déboiser. Mais Oui. la France, alors moi je suis du sud-ouest, hein, mais toutes les villes neuves, les villes franches, ces villes-là, en fait, c'est des villes qui ont été implantées au Moyen-Âge. Dans de la forêt pour la colonisation. Quand Astérix et Obélix, je dis toujours ça à mes étudiants, vont de leur village en Bretagne à Paris, ils n'arrêtent pas de traverser les forêts. Oui. Parce que l'Europe était boisée à cette époque. Mais donc c'est le même phénomène d'extension de l'humanité, hein, qui en pratiquant l'agriculture, et en particulier en passant d'abord de la cueillette, puis des friches brûlis, puis à l'agriculture implantée, en pratiquant l'agriculture, déboise pour ça. Ça, c'est clair. Après, donc on pourrait, et évidemment, il n'y a pas que moi qui ai eu l'idée, hein, beaucoup relativisent le déboisement de la forêt amazonienne à partir de ces mouvements-là, en disant ça a toujours été comme ça, donc ça ne fait que continuer. Et c'est en partie vrai. C'est la suite de la révolution du néolithique qu'on observe aujourd'hui. Mais il y a bien d'autres enjeux en cause que la simple continuation de l'alimentation humaine. Parce que, en particulier, alors là, je suis en train de faire une sorte d'estimation du nombre de kilocalories produites à l'échelle de fronts pionniers amazoniens. On n'est pas très rentable en termes de kilocalories. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'élevage et puis beaucoup de spéculation autour de la terre. Mais finalement... Enfin, je suis en train de faire une recherche, donc je ne sais pas. Est-ce que l'humanité a besoin de l'Amazonie pour se nourrir? Je ne sais pas. En tout cas, on peut estimer que oui, mais... Et les agriculteurs qui déboisent, ils seraient très contents qu'il y ait une réforme agraire, qui ne leur donne pas une terre en forêt. Hein. Ils seraient très contents d'avoir une terre, une désappropriation des grands propriétaires, et de pouvoir bénéficier de cette terre, parce que la forêt, c'est plein de moustiques, il faut la déboiser, il faut y accéder, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de poste de santé, les cimetières sont pleins de femmes en couche, enfin... Donc s'ils pouvaient échapper à ça, ça irait très bien. Mais bon, c'est comme ça qu'on grandit. Donc vous voyez, c'est bien un phénomène ancien, qu'on pourrait dire la suite de la révolution néolithique, mais on aurait d'autres moyens de faire. En tout cas, je pense. Une autre question peut-être? Oui, il y a une autre question, parce que je sais qu'il y a des recherches qui sont faites au niveau médical. Vous savez, les recherches de médicaments, justement, en Amazonie. Est-ce que ce serait aussi éventuellement une solution qui toucherait des finances là-dessus? Voilà. Alors, on y a beaucoup cru, et on y a tellement cru qu'on a fini par plus y croire du tout. Alors, c'est le système... La Convention sur la diversité biologique, je vous en ai parlé là, c'est cette convention qui travaille sur la protection de la biodiversité, convention internationale qui s'est réunie à Nagoya l'an dernier. La Convention sur la diversité biologique a un gros travail et a centré ses activités pendant les 20 dernières années autour de la bioprospection. L'idée, c'était de dire les molécules qui nous soigneront, on peut les créer, mais il serait beaucoup plus simple d'aller les chercher là où elles existent. Et il y avait tout un argumentaire de protection de la biodiversité au nom du médicament contre le cancer qu'elle nous donnerait ou autre. Et ces argumentaires ont amené tout un tas de débats. Alors, grosso modo, l'idée, c'était quoi? C'était on envoie un chercheur en Amazonie, voir des chamans indiens, on regarde comment le chaman soigne telle ou telle maladie. Quand on a trouvé une maladie qui soigne avec une plante particulière, on prend la plante, on l'extrait, on regarde tous les composés actifs de la plante, et puis on en développe des médicaments à partir de ça. Alors ça, on a beaucoup fantasmé autour de ça, et puis les Indiens ont dit « Ouais, mais attendez, on va nous piquer notre savoir, c'est de la biopiraterie, c'est la manipulation du vivant, la brevetisation du vivant, etc., etc. » Et donc on a vachement réfléchi sur comment faire pour protéger. Donc maintenant, on est hyper fort en termes de cadre. On ne peut plus aller faire une recherche sur les Indiens en Amazonie sans demander 50 autorisations pour prouver qu'on n'est pas en train d'essayer de développer un médicament. Et d'ailleurs, ça crée l'effet inverse, c'est que c'est tellement dur d'aller faire des recherches sur les Indiens en Amazonie qu'on n'y va plus.
Donc, parce que c'est vrai, c'est impossible d'avoir une autorisation. Et si on n'y va plus, on n'en parle plus de ces Indiens. Ça a aussi cet avantage-là, peut-être. Mais finalement, les médicaments qu'on a développés à partir de molécules tirées de la biodiversité, comparés aux espoirs qu'ils ont suscités, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est rien. C'est-à-dire, si on a développé 10 médicaments dans les 10 dernières années, c'est un maximum. Donc c'est pour ça qu'on a observé un basculement. C'était un super argument pour protéger les Indiens, celui-là. De dire, vous allez mourir du cancer à Paris parce que vous avez tué des Indiens qui savaient comment guérir les cancers en Amazonie. Mais actuellement, la Convention sur la diversité biologique change fortement son type d'argumentaire et dit que la diversité biologique doit être préservée parce qu'on a le phénomène d'extinction qui se met en place. Donc l'idée n'est pas de préserver des échantillons de chaque écosystème pour avoir des échantillons de toutes les plantes, pour avoir les médicaments du futur. L'idée est de préserver de grandes superficies. Et c'est pour ça qu'à Nagoya l'an dernier, on est passé des 13% de protection de la planète sous forme d'air protégé aux 17% qui ont été annoncés dans la presse et qui font rire les environnementalo-sceptiques en disant « Ah, mais on a dit que c'était 13, maintenant on dit que c'est 17 ». En fait, c'est le type d'argumentaire qui a changé parce que le type de prise de conscience du phénomène a changé aussi. Et maintenant, on ne croit plus trop à la bioprospection. Et dans le registre des biocarburants dont on parle, comment ça se passe au Brésil? Est-ce que ça concerne ces zones-là également? Alors les agrocarburants. Les biocarburants, pardon. Les agros, en fait on dit je préfère dire agrocarburant parce que bio, on a l'impression que ça vient du vivant. En fait, ça vient d'un vivant cultivé par l'homme, quoi. Donc agro. C'est juste la différence est importante parce que c'est pas un truc bio, quoi, le biocarburant. C'est un truc agro. Alors l'agrocarburant, vous savez, les 3 générations, juste pour vous positionner. Donc première génération d'agrocarburants, on les fait à partir de grains et d'amidon qu'on extrait de ces grains, donc canne à sucre où on fait de l'éthanol, à partir de l'éthanol ou alors à partir du maïs. Dans ma région, à Pau, ils ont une usine d'agrocarburants fait à partir du maïs. Ça, c'est la première génération. Ça concerne très fortement le Brésil, puisque le Brésil a ses moteurs qui tournent à X% d'essence mélangée, éthanol, essence. Alors, c'est très agréable, les rues brésiliennes, parce que les gaz d'échappement, en fait, ont goût de sucre, enfin, ont odeur de sucre. Donc ça donne une odeur, on a presque quasiment du rhum, quoi. Enfin, vous voyez, si on fait une tarte, une crêpe au Grand Marnier, c'est un peu cette odeur-là. Alors c'est très agréable. Mais les terres pour faire la canne à sucre ne sont pas prises sur la forêt amazonienne, mais c'est quand même plus pervers. On prend les terres dans le sud pour faire de la canne à sucre, on déplace les cultures qui étaient faites dans le sud, dans le centre, avec l'extension en particulier du soja, et on déplace ce qui était dans le centre en Amazonie, avec l'élevage. Donc vous voyez, on est dans un phénomène emboîté. Directement, on ne produit pas d'agrocarburants sur la forêt amazonienne, indirectement, oui. Alors ça, c'est des agrocarburants de première génération. Vous savez, ces agrocarburants sont très décriés. Effectivement, ils ont un rendement énergétique un peu contestable. Et on ne fera pas d'agrocarburants de première génération sans OGM. Là-dessus, il faut être clair, on ne saura pas faire. Alors après, on peut vouloir faire des OGM. Je ne suis pas contre les OGM, mais le débat est... Bon, les agrocarburants de deuxième génération, c'est beaucoup mieux. On prend les tiges, cette fois-ci. Donc on extrait l'amidon des tiges. Alors pour le maïs, c'est particulièrement visible. Vous voyez, le maïs, le petit grain, là, comparé à l'énorme tige, c'est vachement bien, on se dit, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est très intéressant, sauf que l'idée, c'est que le bois aussi, c'est de la tige. Et là, ça risque de poser problème à la forêt amazonienne, parce que si on commence à savoir faire du carburant avec du bois, je peux vous garantir qu'il va y avoir des pressions sur les forêts qui sont... Enfin, bon, donc le débat autour des agrocarburants de deuxième génération, il est là. Alors évidemment, on nous dit qu'on va planter de l'eucalyptus et récupérer les tiges de maïs, mais je me méfie quand même. Et après, il y a l'agrocarburant de troisième génération. Celui-là, on ne sait pas encore comment on va le faire, sauf qu'on va le faire à partir des déchets. Et là, pas de souci, on sait faire. Les déchets, il n'y a pas de problème, on sait les produire. Après, le problème, c'est que là, on en est vraiment au stade, même pas laboratoire, quoi. Alors que c'est la deuxième génération, on commence à mettre en place des process industriels. Voilà. Il y avait d'autres questions par ici, là. Que deviennent les Indiens dans tout ce que vous... Alors, Que deviennent les Indiens dans cette forêt amazonienne? Alors, je peux vous raconter une histoire qui vous donne un peu le ton.
où c'est volontairement provocateur, mais ça vous donne un peu le ton. C'était un employé de l'Institut de colonisation brésilien qui montre une carte à un collègue, une carte de colonisation pile dans la zone dont on a parlé, à côté du barrage. Ah oui, il n'y a plus les images, mais par là. Il montre une carte de projet de colonisation, et puis le collègue dit « Et là, vous n'allez pas aller sur des zones indiennes ?» Et le fonctionnaire lui répond « Entre nous, où en seraient les États-Unis aujourd'hui s'ils avaient pris soin de leurs Indiens ?» Donc, on est dans ce processus-là. Évidemment, on n'est plus dans le processus de génocide pur et dur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, et j'ai rencontré des gens qui faisaient profession de tueurs d'Indiens, mais qui ont pris leur retraite à la fin des années 80, ils n'ont pas été remplacés. Leur poste de fonctionnaire a été utilisé ailleurs. Enfin, c'était pas des fonctionnaires, mais c'était des gens qui remplissaient quand même ce genre de fonction. Donc il n'y a plus de tueurs d'Indiens, ou s'il y en a, c'est vraiment sur des conflits très ponctuels, mais pas des gens dont le boulot est de prendre des Indiens, de les faire déguerpir pour que la terre soit utilisée à autre chose. Mais on sait quand même... Enfin, il y a quand même des problèmes avec les Indiens, tout un tas d'autres problèmes, en particulier ceux du déplacement que j'évoquais. Alors moi, j'ai vu, de mes yeux vus, une communauté indienne dont les 3/4 de la population ont été décimés par la maladie des enfants, une rougeole. Un Indien attrape une rougeole, donc tout de suite il est évacué et envoyé en ville où il est soigné, et ensuite quand il est soigné on le renvoie dans son village pour le mettre dans un dispensaire qui avait été construit en quarantaine avant de rejoindre ses compagnons. Manque de peau, l'argent du dispensaire avait été dépensé, mais le dispensaire n'a jamais été construit. Il y a eu une espèce d'évaporation de cet argent, et donc notre Indien n'a pas eu de dispensaire et a contaminé la tribu, et il y a eu 3/4 de disparition. Donc ça, c'est un phénomène, on le sait, quand on contacte des Indiens, on a très rapidement une très grosse perte. Et il y a un très beau livre qui a été fait là-dessus. Il y en a 2 sur les Indiens et sur un conflit avec des Indiens assez récent qui se passe à la frontière avec le Venezuela. Donc un conflit qui s'est terminé il y a 5-10 ans. Le premier livre, c'est celui de Bruce Albert avec avec un chef indien. Il écrit ça avec un chaman et ça s'appelle... vous cherchez Bruce Albert, c'est chez Terre Humaine, chez Plomb, vous voyez, c'est la très belle collection. C'est un des derniers livres de Terre Humaine. La chute du ciel, je crois, ou non, c'est pas ça, mais bon. Et l'autre livre, c'est un collègue, François-Michel de Tourneau, c'est sur les mêmes Indiens, mais cette fois-ci, c'est vu plus du côté colon. Donc ça vous explique plus les logiques de la disparition d'une grande partie de ces Indiens, qui est paru chez Belin, et dont François-Michel de Tourneau, et ça s'appelle Géographie des Yanomami. Voilà les 2... Si vous voulez aller plus loin sur les Indiens, c'est ça. Mais grosso modo, c'est ils disparaissent par contact. Ensuite, voilà, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on essaie de les protéger, en particulier par la création de réserves, au sens positif de la réserve. C'est-à-dire de vastes superficies de terre, qui sont celles qu'ils habitaient, c'est-à-dire on ne les déplace pas pour aller dans ces terres, de vastes superficies de terre sur lesquelles ils peuvent continuer à développer leur mode de vie. Donc il y a cette, si vous voulez, antithèse, enfin thèse, ils sont détruits, antithèse des parcs nationaux, des zones protégées dans lesquelles ils peuvent vivre, synthèse, beaucoup d'Indiens, en tout cas une partie d'entre eux, sont aspirés par la modernité, tout simplement attirés par elle, quoi. Donc prévision des Indiens à long terme, je ne sais pas, mais... Oui, je vous écoute. Oui, est-ce qu'il y a aussi des conflits avec l'industrie, je pense aux mines, ou est-ce que par rapport à l'agriculture, ça représente une cause de déforestation ou c'est marginal? Alors, des conflits, il y en a partout. Donc là, si vous me posez une question sur l'Amazonie, est-ce qu'il y a des conflits liés à... Il faut être sûr que la réponse est oui. Alors effectivement, il y a en particulier des conflits liés aux mines, à l'extraction. Alors il y a 2 types d'extraction qui renvoient à 2 types d'acteurs. Il y a une extraction de mines industrielles, type mine de fer d'Eldorado du Carajás, la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Là, le conflit a été relativement circonscrit dans la mesure où l'État s'est accaparé l'endroit où il y avait les mines, et puis où il y avait le minerai, et puis il a installé sa mine, et puis les populations autour vivent
des subsides de l'exploitation. Donc, et puis il y a d'autres mines en Amazonie, mais qui sont relativement bien contrôlées, c'est-à-dire on n'est pas dans le phénomène du Niger, on est quand même dans un phénomène plus où l'exploitation minière industrielle, bon, elle déboise, mais sur des quantités limitées, qu'on sait bien cartographier, tout ça. L'autre problème, c'est l'extraction d'or. Alors là, on a un autre problème parce que l'or il n'y a pas d'extraction industrielle de l'or, c'est pas rentable, à moins de vraiment trouver un super filon. Mais l'or est présent à peu près partout en Amazonie, en particulier dans les cours d'eau. Alors il y a des filons aurifères dans la roche, comme aux États-Unis, vous savez, dans les films, là, quand on nous montre ces mines dans les terres. Et puis il y a des filons dans l'eau, là aussi aux États-Unis, ou dans la terre, là aussi aux États-Unis, on les voit, c'est ceux qui cherchent dans l'eau. Et ça, ces deux systèmes existent aujourd'hui, mais en industrialisation, c'est pas rentable. À mener tout un machin pour... Et même, c'est tellement peu rentable que des fois, les exploitants d'or personnels, enfin privés, les petits, n'y vont pas parce que les cours sont pas assez élevés. Mais là, maintenant que les cours sont remontés, il commence à y avoir une vraie pression qui se met sur cet or. Et là, effectivement, il y a tout un tas de conflits qui sont liés... s'il y a des Indiens là où il y a de l'or, il va bien falloir choisir entre l'or et l'Indien. Et les Indiens n'ont pas toujours le dessus, mais les mineurs non plus. Hein. Mais là, il y a des vrais conflits. Et le livre dont je vous parlais il y a 2 minutes, là, de Bruce Albert, est assez impressionnant de ce niveau-là. Il raconte pendant 150 pages les conflits avec les orpailleurs, avec des photos, que je peux vous garantir que les photos, elles sont traumatisantes. Et que le livre, il est placé haut dans mes bibliothèques pour pas que mes enfants les voient, quoi. Donc il y a des gros conflits autour de ça. Après, vous dire... Toujours pareil, la quantité de l'échelle, je connais pas, mais avec la montée des cours de l'or, en plus, vous pouvez y aller, ça va. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la Guyane, vous savez, on a quand même nos militaires, enfin nos gendarmes, la gendarmerie française qui s'est fait tirer dessus à l'arme lourde par des orpailleurs en Guyane. Enfin, alors imaginez, la gendarmerie française, c'est quand même, quand elle se fait tirer dessus à l'arme lourde, enfin l'arme automatique, c'est pas si courant. Alors imaginez, sur un territoire 14 fois plus grand que la France, alors qu'on est à l'échelle d'un département français en Guyane, imaginez les possibilités de contrôle qu'il y a là-dessus, c'est extrêmement faible. Merci. Une autre question ? Je voulais vous interroger sur le sous-sol amazonien. Une fois qu'ils sont coupés, ces arbres, est-ce que la qualité du sol permet que la biomasse, sous une forme ou sous une autre, se restaure, ou est-ce qu'il y a une spécificité du sous-sol amazonien ? Alors on aime bien dire qu'il y a une spécificité. Alors d'abord, il faut imaginer que c'est quand même assez divers, c'est-à-dire l'Amazonie, c'est un bassin sédimentaire comme le bassin parisien, mais en beaucoup plus grand. Donc on va trouver différents types de sols. On va trouver de la Sologne, comme on va trouver de la brosse. Voilà, donc ça c'est pour cadrer. Mais dans la majeure partie des cas, les sols ne sont pas très bons. Alors en fait, j'aime bien donner cette image, ils sont normaux. C'est-à-dire que c'est des sols qui assurent leur reproduction d'année en année avec la biomasse et qui stockent très peu de biomasse. Pour tout un tas de raisons, mais en particulier parce que les systèmes racinaires des plantes vont assez peu bas, restant assez superficiels, parce qu'il y a de l'eau en quantité, parce qu'il y a une forte biomasse qui est pas de saison pas d'hiver, donc avec tout le temps de la couverture végétale, donc pas de risque de vent qui déracine, enfin, ou d'érosion. Enfin, c'est des sols qui sont apparemment très riches, mais quand on fait une défriche brûlée dessus, les 2 premières années, on a une très bonne fertilité sur certains sols, parfois que la première année. Ensuite, la fertilité se dégrade très rapidement parce que les éléments qui font la fertilité du sol, grosso modo, sont très vite lessivés par les pluies, puisqu'on a enlevé la couverture forestière, enfin la couverture végétale, les systèmes racinaires, et qu'il y a des pluies diluviennes, les éléments nutritifs sont très rapidement, descendent très rapidement dans les sols, ce qui fait qu'on a des sols qui très rapidement perdent en fertilité. Et en plus, on a un autre phénomène qui se met là-dessus, qui est un phénomène d'induration des sols, c'est-à-dire une réaction chimique qui se produit sur ces sols qui sont assez ferralitiques, et qui fait que beaucoup de ces sols, donc ceux que je vous ai montrés en particulier en hachure sur la carte, c'est du béton. C'est-à-dire on peut taper dessus, et puis là, il n'y a rien qui pousse, quoi. C'est des sols... Donc voilà, l'image que j'aime bien utiliser, c'est de dire, en fait, c'est nos sols à nous qui sont exceptionnels. Les sols des pays tempérés, des climats tempérés. Et en fait, nos agronomes ne sont pas très forts, parce qu'ils ont des sols faciles. Nos sols, on peut faire plein de choses, plein d'erreurs dessus, pas grave, le sol est là, et puis il faut quand même s'y mettre un bon moment avant d'épuiser notre sol. On y arrive, hein, mais il faut quand même
quelques décennies. Dans les sols amazoniens, vous vous plantez dessus 2 années de suite, c'est fini. Votre sol, il est parti. Et là, pour laisser revenir de la forêt, vous pouvez... Enfin, il y a des zones où elle ne reviendra pas. Hein. Où elle reviendra pas à échelle civilisation, quoi, à plus grande échelle. Oui, donc ces puits de carbone, enfin ces containers de carbone que représente la forêt, quand c'est perdu, quoi. Quand c'est brûlé, c'est... Ah, la biodiversité, le carbone, oui. Oui, ça pourrait s'insérer dans le sol, être Alors, une autre forme de cycle du carbone ou quoi. Mais non. Alors, vous avez mis le doigt sur... effectivement, il y a tout un tas de chercheurs qui travaillent là-dessus, sur le recyclage du carbone dans le sol et sur comment ça se passe. Est-ce que quand même on stocke des carbones dans le sol une fois que c'est déboisé? Et parfois, on peut même produire des résultats de recherche qui montrent que des stocks stockent plus de carbone une fois qu'ils ont été déboisés qu'avant. Mais là, vous avez des publications qui vont montrer ça. Alors, nous en particulier, c'était un résultat qu'on avait eu sur une recherche, mais on avait hésité avant de publier parce que mesurer le carbone dans les sols, c'est dur. On avait mesuré sur 30 cm seulement et à une date. Donc pour savoir quelle vie du carbone est dans le sol et puis pour pouvoir quantifier précisément cette vie, pour derrière être en mesure de mettre en place des systèmes de rémunération de stockage de carbone dans les sols, comme ceux dont je vous ai parlé à la fin, là il y a du boulot pour les scientifiques parce qu'il faudrait mesurer à différentes échelles de temps, il faudrait mesurer sur différents types de sols et à différentes hauteurs. Et puis il y a différents types de carbone, il y a des carbones plus ou moins qui vont plus ou moins puiser dans l'atmosphère. Donc, principe de précaution, ne comptons pas trop sur les sols pour stocker le carbone qu'on a déstocké dans la biomasse. Une toute dernière question. Oui. Merci. Vous avez parlé à un moment du déboisement dont la raison pour laquelle on déboisait, c'était pour faire des pâturages pour de l'élevage. La question que je me pose, est-ce qu'ils sont tellement concurrentiels par rapport, par exemple, les bêtes qui sont élevées là, ou par rapport, par exemple, aux pays voisins, c'est quoi? C'est l'Argentine. S'ils sont très concurrentiels, bien sûr, là, on peut comprendre. Ils ont de la viande à moins cher sur le marché de la viande. Mais est-ce qu'ils le sont ou pas? Alors, les pâturages amazoniens ne sont pas en concurrence. Enfin, les bêtes amazoniennes ne sont pas en concurrence sur le marché avec les bêtes argentines pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus de bêtes en Argentine. C'est-à-dire qu'on a un phénomène avec les pressions sur les sols pour la production de grains. On a un phénomène de disparition du bétail argentin. Et c'est impressionnant. Alors là, moi, j'ai fait 4 heures de bus en Argentine, j'ai pas vu une vache. Dans la pampa. Hein. Bon, mais ça n'invalide pas votre question. Est-ce que c'est concurrent par rapport à d'autres systèmes? Et puis sortons de l'Argentine. L'autre élément qui fait que ce n'est pas en concurrence, c'est qu'il y a une fièvre afteuse en Amazonie qui interdit l'exportation des vaches amazoniennes sur les marchés internationaux. Donc en fait, on est en consommation locale en Amazonie. Ce qui n'invalide pas votre question, mais juste je pose de précaution, de savoir est-ce que ce système de production de vaches est rentable? Ben oui, sur le marché local, il est. Alors il faut bien imaginer qu'on est avec des vaches de faible qualité, c'est-à-dire des vaches, c'est pas les veaux japonais qu'on masse en donnant de la pierre là. C'est quand même, c'est des vaches de faible qualité qui sont pas exportables, mais qui sont consommées localement et qui produisent un véritable boom alimentaire local avec les fameux churrascos, les barbecues. Et il faut bien imaginer qu'on est sur des systèmes où il y a très peu de travail humain et peu de travail de restauration de la fertilité des sols. Grosso modo, moi j'avais les fazendas que j'ai étudiés, mais il y a des spécialistes de ça et je pourrais retrouver des données plus précises. Mais les fazendas que j'ai étudiés, on est sur 800 hectares déboisés, 500 têtes de bétail, 2 salariés. Bon, la terre coûte rien. Donc le coût, c'est la main-d'œuvre, mais 2 salariés, ça va, c'est pas épuisant. Et on n'a pas de travail de retravail derrière des sols. On fait rien, on gère par le feu. Hein. C'est-à-dire, donc c'est rentable. C'est pas de la bonne qualité, mais c'est rentable et ça remplit des fonctions locales. Et quand c'est exporté, alors c'est pas la viande amazonienne qui est exportée, mais la viande amazonienne satisfaisant le marché brésilien, elle permet l'exportation de la viande produite ailleurs. Quand c'est exporté, c'est assez russe et Moyen-Orient, la destination. C'est shish kebab, enfin shish kebab c'est mouton, mais c'est kafta et goulash, quoi. C'est pas McDonald's, par exemple.
On aime bien s'en prendre à McDonald's pour la déforestation de la forêt amazonienne, c'est pas eux. Bien, merci beaucoup Xavier.